Ivanhoe. Nous étions en 1194. 4 générations après la conquête de l'Angleterre par les Normands, l'inimitié entre vainqueurs et vaincus était toujours aussi vivace. À son retour de croisade, le roi Richard Ier avait été capturé par le duc d'Autriche. Ses malheureux sujets, écrasés par toutes sortes de tyrans subalternes, soupiraient après son retour, sans oser l'espérer. Dans la demeure de Cédric de Rotherwood, le Saxon, on se préparait à souper. 2 grandes tables disposées en forme de T étaient installées dans la salle principale. L'une était pour les maîtres et les invités de marque, l'autre pour les domestiques et les hôtes de rang inférieur. À chaque extrémité de la salle, il y avait une énorme cheminée. Tout était d'une rude simplicité. Cédric était un homme à l'air franc mais vif et emporté. Ses yeux exprimaient l'orgueil et la jalousie car il passait sa vie à maintenir des droits constamment menacés par ses voisins normands. À ses côtés, sa pupille, Lady Rowena, était une jeune fille d'une beauté et d'une grâce étonnante. Le son d'une corne se fit entendre, et les chiens y répondirent en aboyant. Peu après, un serviteur vint annoncer que le chevalier Brian de Bois-Guilbert, commandeur de l'ordre des Templiers, demandait l'hospitalité pour une nuit. Il se rendait au tournoi d'Ashby. Cédric grimaça. Un Normand. J'aurais préféré qu'il passe son chemin. Mais Normand ou Saxon, il peut compter sur l'hospitalité de Rotherwood. Qu'il soit le bienvenu. Le voyageur s'avança, escorté de sa suite et suivi à distance respectueuse d'un pèlerin qu'il avait rencontré dans les bois et qui lui avait servi de guide. Le Templier était grand et robuste. Son visage avait une expression dure et sinistre. Cédric l'accueillit, tandis que le pèlerin alla s'asseoir près d'une des vastes cheminées. Lady Rowena demandait des nouvelles de Palestine, d'où revenait le Templier, lorsqu'on annonça un autre visiteur. C'était un juif nommé Isaac d'York. Isaac s'avança en saluant humblement. C'était un vieillard grand et mince. Cédric lui fit signe de s'asseoir à table. Mais, comme personne ne semblait disposé à lui faire de la place, le pèlerin lui céda son siège près de la cheminée. Cédric fit remplir les coupes. Je bois à tous les champions de la croix qui se comportent le mieux en Palestine, sans distinction de race ou de langue. Bois-Guilbert leva sa coupe. Je n'ose répondre car la palme revient aux Templiers. Lady Rowena demanda à Bois-Guilbert. N'y avait-il personne dans l'armée anglaise dont le nom pût être cité à côté de ceux des Templiers? Richard a conduit en Palestine une armée de vaillants guerriers, mais ils ne viennent qu'après ceux dont la poitrine a été sans relâche le rempart de cette terre bénie. Le pèlerin frémissait d'impatience. La chevalerie anglaise vaut tous ceux qui ont tiré l'épée pour la défense de la Terre Sainte. Tous les regards se tournèrent vers lui. J'ajoute, car j'ai vu la chose de mes propres yeux, qu'après la prise de Saint-Jean d'Acre, le roi Richard et 5 de ses chevaliers ont remporté un tournoi contre les chevaliers du Temple. Et Sir Brian de Bois-Guilbert sait bien que je dis la vérité. Le Templier eut un mouvement de colère. Cédric n'y prit pas garde. Le pèlerin, dis-moi les noms des chevaliers qui ont si vaillamment soutenu l'honneur de la joyeuse Angleterre. Le pèlerin cita les chevaliers. Quand il en vint au dernier, il dit avoir oublié son nom. Bois-Guilbert le toisa avec mépris. Ton manque de mémoire vient trop tard. Le chevalier devant lequel j'ai succombé par la faute de la fortune est celle de mon cheval et le chevalier d'Ivanhoe. Mais s'il était en Angleterre et s'il osait se présenter au tournoi d'Ashby, moi, armé et monté comme je le suis maintenant, je serais sûr de ma victoire. Le pèlerin eut un petit sourire. Si jamais Ivanhoe revient de Palestine, il acceptera le combat. J'en suis le garant. Après le dîner, les hôtes se retirèrent. En sortant, le Templier jeta un regard hostile à Isaac et dit quelques mots à ses serviteurs musulmans. Lady Rowena fit venir le pèlerin dans ses appartements et lui demanda des nouvelles d'Ivanhoe, le compagnon de son enfance. Le pèlerin se troubla. Je sais peu de choses. Il a, je crois, triomphé de ses ennemis et il est sur le point de revenir en Angleterre. Lady Rowena soupira. Elle semblait inquiète et impatiente. Le pèlerin suivit un valet jusqu'à la petite chambre qu'on lui avait attribuée.
Où couche Isaac, le juif? Dans la chambre, à côté de la vôtre. Et Gurt, le porcher, de l'autre côté. Aux premières lueurs du jour, le pèlerin s'introduisit dans la chambre du juif et l'éveilla doucement. Il avait entendu le Templier donner des ordres en sarrasin à ses serviteurs et il connaissait cette langue. Le vieil homme était en danger. Prépare-toi, je vais te guider et je ne te quitterai que lorsque tu seras en sécurité. Le pèlerin alla ensuite réveiller Gurt le porcher. C'était un homme à l'air farouche et barbare. Il refusa d'aller ouvrir la poterne. Le juif et le gentil attendront l'heure où l'on ouvre la grande porte, comme les autres. Le pèlerin murmura quelques mots à son oreille. Gurt bondit et l'homme leva un doigt pour lui recommander le silence. Gurt fit sortir les deux hommes. Ils chevauchèrent ensemble jusqu'à ce que Isaac fût hors de danger. Le pèlerin s'arrêta. « C'est ici que nous nous séparons. » Isaac insista pour le remercier comme il se doit. « Je sais que l'objet de tous tes vœux, c'est un cheval et une armure. » Quel démon t'a suggéré cela? L'autre soir, ce que tu as dit m'a intrigué, et ce matin, pendant que tu te tenais penché sur mon lit, j'ai vu sous les plis de ta robe la chaîne et les éperons d'or d'un chevalier. Je vais te fournir ce qu'il te faut. Tandis que Richard Ier était prisonnier, son frère, le prince Jean, s'était ligué avec Philippe de France et complotait pour prendre le pouvoir. Poussés au désespoir par l'oppression et la misère, les hors-la-loi devenaient de plus en plus nombreux. Ils occupaient les forêts et les campagnes et bravaient les autorités du pays. Mais tous, riches comme pauvres, étaient venus assister au tournoi d'Ashby et chacun y occupait une place selon son rang. Somptueusement vêtu, Isaac s'y présenta accompagné de sa fille, Rebecca. Elle était très belle et portait un costume oriental. Ce jour-là, Isaac savait qu'il n'avait rien à craindre de personne. Le prince Jean était en train de négocier un emprunt avec les Juifs d'York. Isaac était un des principaux créanciers. Il était sûr que le prince Jean le protégerait. Cédric et Lady Rowena étaient également présents. Le prince Jean prit place sur son trône, entouré de sa suite, et les trompettes annoncèrent le tournoi. 5 chevaliers s'avancèrent dans l'arène. Ils allèrent toucher du talon de leur lance les boucliers des champions qu'ils désiraient combattre à armes courtoises. Alors les champions se mirent en position, Bois-Guilbert en tête, et au signal des clairons et des trompettes, ils affrontèrent ceux qui les avaient provoqués. Ils eurent l'avantage et leurs adversaires furent désarçonnés. Les trompettes et les cris saluèrent les vainqueurs et 3 groupes de chevaliers les affrontèrent tour à tour sans plus de succès. Enfin, il n'y eut plus de volontaires. Le prince Jean allait adjuger le prix à Bois-Guilbert lorsqu'une trompette sonna à l'extrémité nord de la lice. Tous les yeux se tournèrent de ce côté pour voir le nouveau champion. Il paraissait plutôt mince. Sur son bouclier, on voyait un jeune chêne déraciné avec un seul mot en espagnol, desdichado, ce qui voulait dire déshérité. Il salua gracieusement et gagna aussitôt la faveur du public. À la surprise générale, il alla droit vers Bois-Guilbert et toucha son bouclier non pas avec le talon, mais avec la pointe de sa lance, ce qui signifiait qu'il le provoquait pour un combat à outrance, comme sur un champ de bataille. Le Templier fut surpris de son audace. « Frère, t'es-tu confessé avant d'exposer si audacieusement ta vie? Je suis mieux en état que toi de paraître devant Dieu. » Dès que les trompettes eurent donné le signal, les chevaliers s'élancèrent et le choc de leur rencontre retentit comme un coup de tonnerre. Les lances volèrent en éclats, mais aucun des 2 hommes ne fut désarçonné. Au deuxième affrontement, le Templier roula dans la poussière. Il était fou de colère. « Nous nous retrouverons! Je serai toujours prêt à te combattre! » Le déshérité affronta ensuite avec succès les 4 autres champions. La foule hurla son admiration. Le prince Jean fut contrarié par ce mystérieux chevalier qui refusait de relever sa visière et qui avait mis en échec ses favoris. Néanmoins, il le félicita et lui offrit le cheval de guerre promis au vainqueur. « C'est votre devoir et votre privilège de désigner la reine d'amour et d'honneur qui présidera la fête de demain. » Le déshérité fit lentement le tour de la lice et désigna Lady Rowena sous les acclamations de la foule. Le prince Jean cacha sa déception et salua courtoisement la Saxonne.
Dans la tente du déshérité, à moitié caché sous un bonnet de fourrure noire, son écuyer semblait lui aussi vouloir garder l'anonymat. C'était Gurt, le porcher, fier de jouer ce rôle et heureux de la victoire de son maître. Le lendemain, le soleil brillait dans un ciel sans nuages et les curieux affluèrent de toutes parts vers la lice. Les chevaliers furent divisés en deux groupes. L'un était dirigé par Bois-Guilbert, l'autre par le déshérité. Aussitôt que Lady Rowena fut assise aux côtés du prince Jean, la musique joua en son honneur et la foule l'acclama. Puis, les trompettes donnèrent le signal du combat. Au premier affrontement, la moitié des hommes de chaque parti fut désarçonnée. Certains purent se relever et continuer à se battre. Les deux chefs s'affrontèrent avec une violence sans égale. Bientôt, le parti du déshérité eut le dessous et plusieurs chevaliers en profitèrent pour fondre sur lui. Il se défendit brillamment et la foule l'encouragea par ses applaudissements, mais il était facile de prévoir qu'il finirait par succomber sous le nez. Il y avait dans son parti un chevalier en armure noire, monté sur un cheval noir. Quand il vit le déshérité cerné de tous côtés, il fondit sur ses agresseurs, les abattant un à un, ne laissant que Bois-Guilbert face au chevalier. Bientôt, le Templier, qui avait perdu beaucoup de sang, roula sur le sol, et le prince Jean ordonna la fin du combat. Contre l'avis de son entourage, il désigna vainqueur le chevalier noir. Mais celui-ci avait disparu. Le déshérité fut donc proclamé champion, une fois de plus. Il s'agenouilla pour recevoir son prix des mains de Lady Rowena. Il semblait blessé et n'eut pas assez de force pour empêcher qu'on lui retirât son casque. C'était un jeune homme d'environ 25 ans. Il était beau, quoique brûlé de soleil, et il avait une profusion de cheveux blonds. Il était pâle, comme la mort, et saignait abondamment. Rowena poussa un cri en le voyant, puis elle se ressaisit et lui remit son prix. Le chevalier pencha la tête et baisa sa main, puis il tomba évanoui à ses pieds. On ôta sa cuirasse. Une lance l'avait blessé au côté. Cédric fut bouleversé en reconnaissant Wilfrid d'Ivanoé, son fils, qu'il avait banni pour avoir rejoint le Normand Richard Ier. Son premier mouvement fut de prendre soin de lui, mais son orgueil l'en empêcha. Il ordonna cependant à son serviteur de le transporter à Ashby dès que la foule se serait dispersée. Puis, il entraîna Rowena. Le nom d'Ivanoé courut de bouche en bouche et excita vivement la curiosité. Le prince Jean était furieux. Le favori de mon frère. Et je comprends pourquoi ce chevalier m'était si antipathique. Brassy, un chevalier fidèle au prince Jean et qui avait combattu aux côtés de Bois-Guilbert, fit remarquer: il va sans doute réclamer le fief que Richard lui avait offert et que la générosité de votre Altesse a donné depuis à Front-de-Bœuf. Qui est cette Lady Rowena qui paraissait si bouleversée? On lui répondit que c'était une très riche héritière. Nous adoucirons sa peine et nous améliorerons son sang en la mariant à un Normand. Brassy, veux-tu t'enrichir en épousant une Saxonne? À cet instant, un domestique glissa un billet dans la main du prince. Il était scellé de 3 fleurs de lys et disait ceci: prenez garde à vous, car le diable est lâché. Le prince devint pâle comme la mort. Le serviteur de Cédric était désespéré. Ivanoé avait disparu. Il apprit qu'il avait été emmené sur la litière d'une dame. En revanche, il découvrit Gurt habillé en écuyer qui lui aussi cherchait le chevalier. Il ramena le cerf fugitif à Cédric. Ce dernier s'était ressaisi. En entendant le rapport de son serviteur, il pensa que son fils avait une histoire galante et son orgueil reprit le dessus. Il n'avait plus rien à faire à Ashby. Lui et sa suite devaient regagner Rotherwood. Il fit ligoter Gurt qui le regarda avec reproche. Tout cela parce que j'ai aimé votre chair et votre sang plus que les miens propres. Cédric se détourna et donna le signal du départ. Tandis que le prince Jean cherchait à regrouper son parti pour faire face au retour de son frère Richard, Brassy, lui, ne songeait plus qu'à Lady Rowena. Il mit au point un plan pour la conquérir. La faire enlever par ses hommes, déguisés en hors-la-loi, puis apparaître en chevalier sauveur et l'épouser. Pour complice, il avait Bois-Guilbert et Front-de-Bœuf. Les forêts étaient le fief des hors-la-loi.
Cédric et sa troupe étaient donc en alerte. Soudain, ils entendirent crier au secours et découvrirent Isaac et Rebecca seuls auprès d'une litière fermée. Les domestiques qu'ils avaient engagés à Ashby les avaient abandonnés en volant leurs chevaux. Ils demandèrent à Cédric de voyager sous sa protection et Rebecca supplia Lady Rowena. « Ce n'est pas pour nous que nous demandons cette faveur, mais pour le chrétien blessé que nous transportons. S'il lui arrivait malheur, vous le regretteriez amèrement. » Rowena fut profondément touchée et plaida leur cause auprès de Cédric. Les Juifs purent ainsi se joindre à la troupe et des domestiques portèrent la litière. Pendant la halte, Gurt avait convaincu son ami Wamba, le bouffon, de desserrer ses liens et il s'était glissé dans le fourré. Le sentier était devenu très étroit. Il aboutissait à un vallon traversé par un ruisseau dont les abords étaient marécageux. La petite troupe s'y était engagée lorsqu'elle fut attaquée de toutes parts avec une telle impétuosité que toute résistance fut impossible. Tous furent capturés, excepté le bouffon Wamba. Il s'était battu et avait défendu son maître avec beaucoup de courage et d'adresse, mais, voyant la partie perdue, il avait disparu dans un fourré. C'est ainsi qu'il retrouva Gurt. Le porcher voulut porter secours à Cédric lorsqu'un homme apparut soudain. Il était vêtu comme les assaillants, mais il avait quelque chose de calme et d'impérieux qui inspirait le respect. Gurt et Wamba l'avaient vu au tournoi. C'était Locksley, l'homme qui avait été vainqueur au tir à l'arc et qui avait refusé d'entrer au service du prince Jean, déclarant que s'il prêtait son bras, ce serait au roi Richard. Locksley avait été alerté par les bruits de la bataille. « Quels sont ces gens qui font des prisonniers dans les bois ? Regardez leurs casaques, on jurerait que ce sont vos hommes. Je vais en avoir le cœur net. Attendez-moi ici. » Grâce à la similitude de son costume, Locksley put se mêler aux assaillants. Il revint au bout de quelques minutes. « Je sais maintenant qui sont ces hommes et où ils vont. Vos amis, pour l'instant, ne courent aucun danger, et ce serait stupide de tenter de les délivrer à nous trois. Vous êtes les serviteurs de Cédric le Saxon, le défenseur des droits des Anglais. Venez, nous ne manquerons pas de bras pour le secourir. » Pendant ce temps, le chevalier noir qui avait disparu après le tournoi s'était égaré dans la forêt. Il avait trouvé la cabane d'un ermite qu'il avait hébergé et gratifié d'un excellent repas, car le brave homme semblait plus attiré par les jouissances terrestres que célestes. Après quelques heures de marche, Gurt et Wamba se retrouvèrent dans une clairière. C'était un repère de hors-la-loi dont Locksley était le chef. Ce dernier rassembla ses hommes, puis alla à la cabane de l'ermite. Le noir fainéant et son hôte chantaient à tue-tête des chansons à boire. Locksley reconnut l'homme qui avait prêté main forte aux déshérités. « Tu as donné la victoire aux Anglais. J'en conclus que tu es du parti des faibles. L'affaire dont j'ai à t'entretenir intéresse tout honnête homme et mérite spécialement l'intérêt d'un bon et véritable Anglais de naissance. Il n'y a pas au monde un homme pour qui l'Angleterre et la vie de tout Anglais soient plus précieuses que pour moi. » Locksley lui parla alors de l'enlèvement de Cédric et de Rowena. « Veux-tu nous aider à les secourir ? Je vous aiderai, mais je ne serai pas fâché de savoir qui tu es. Je suis l'ami de mon pays. Tu te contenteras de cette réponse, d'autant plus que toi-même, tu désires garder l'anonymat. Je te fais confiance. J'ai l'habitude de juger les hommes sur leur physionomie, et la tienne respire l'honnêteté et la résolution. » Les fous hors-la-loi avaient conduit leurs prisonniers au château de Front-de-Bœuf. Lady Rowena avait été séparée de sa suite et menée dans un appartement éloigné. Elle y reçut bientôt les visites de Bracy, mais les conduit d'une façon telle que le chevalier se fâcha. « Sache que si tu sors de ce château, ce sera comme épouse de Maurice de Bracy, et sache également qu'Ivanhoé est en mon pouvoir. C'est lui qui voyageait dans la litière du Juif. Je n'ai pas encore révélé son identité à Front-de-Bœuf. Il ne tient qu'à toi que je le lui livre ou que je le sauve. » Lady Rowena fondit en larmes. Bracy en fut plus troublé qu'il ne l'aurait voulu. De son côté, Rebecca avait été enfermée dans une tour. Lorsque Bois-Guilbert vint la voir, elle ouvrit la fenêtre et s'élança sur les créneaux. « Reste où tu es ou je me jette dans le précipice !» Bois-Guilbert, qui n'avait jamais cédé à la pitié, ne put résister à l'admiration que lui inspirait un pareil courage. « Descends. Je te jure par la terre, par la mer et par le ciel, que je ne porterai pas la main sur toi. » Rebecca descendit du créneau, mais resta près de la fenêtre. « Fais un seul pas.
et tu verras qu'une juive préfère confier son âme à Dieu plutôt que son honneur à un templier. Bois Guilbert fut définitivement séduit. Accepte ma main et je quitte l'ordre des Templiers. Nous irons en Orient et je conquerrai pour toi les honneurs et la fortune. Mais j'entends le son du corps. On peut avoir besoin de moi. Réfléchis. Je reviendrai chercher ta réponse. Bois Guilbert retrouva Brassy et Front-de-Bœuf dans la grande salle du château. Ils étaient en train de lire une lettre signée de Wamba le bouffon, Gurth le porcher, le chevalier noir et Locksley. Il leur demandait en substance de libérer tous les prisonniers, faute de quoi le château serait assiégé. Les ravisseurs éclatèrent de rire. Une centaine de paysans ne leur faisaient pas peur. Ils renvoyèrent un message conseillant aux assiégeants de dépêcher un prêtre, car c'était le dernier service qu'ils pourraient rendre aux prisonniers voués à une mort certaine. Aux abords du château, rameutés par les hommes de Locksley, les hors-la-loi et les paysans continuaient d'arriver par dizaines, de tous côtés. Malgré le ton menaçant de la lettre, le chevalier noir y vit une occasion d'introduire quelqu'un dans la place. Wamba se porta volontaire. Il se déguisa en prêtre et se présenta à Front-de-Bœuf. Pax vobiscum, je suis tombé parmi des voleurs et ils m'ont envoyé ici pour confesser 2 personnes condamnées par votre honorable justice. Les ravisseurs laissèrent le prêtre visiter les prisonniers. Dès que Wamba fut seul avec Cédric et les siens, il se dévoila et proposa à son maître d'endosser sa défroque et de s'échapper ainsi. Malgré ses scrupules, Cédric accepta. Si je n'avais pas l'espoir de vous sauver tous, je n'accepterais pas de te laisser prendre ma place. Comme il traversait un passage obscur, une vieille femme lui prit la main et l'entraîna dans un petit appartement. C'était Ulrica, une Saxonne, que les Normands avaient rendue esclave depuis des années. Elle voulait se venger et en voyait l'occasion dans la tournure que prenaient les événements. Pressez l'attaque, et quand vous verrez flotter une bannière rouge à la tour de l'Est, serrez de près les Normands. Ils auront assez à faire à l'intérieur du château et vous vous rendrez facilement maître du rempart. Mais partez maintenant. Suivez votre destinée et laissez-moi suivre la mienne. Les assiégeants étaient maintenant plus de 500 et il en arrivait encore. On se préparait au combat. Lorsque les ravisseurs réalisèrent le subterfuge de Wamba, leur colère tomba sur le bouffon qu'ils voulurent exécuter sur le champ. Mais le danger était aux portes du château et ils se précipitèrent sur les remparts. Brassy n'en crut pas ses yeux. La lisière du bois est aussi noire qu'un nuage avant une tempête de grêle. Front-de-Bœuf souffla dans son corps et ordonna à ses hommes de gagner leur poste. Brassy avait laissé Ivanhoe au bon soin d'Ulrica. La vieille femme ne fit aucune difficulté pour permettre à Rebecca de venir soigner son protégé, car la jeune fille avait appris de ses ancêtres certains secrets médicaux. Tandis qu'elle le pensait, Ivanhoe se maudissait de n'avoir pu protéger son père et Rowena. Lorsque les premières rumeurs de l'assaut lui parvinrent, il se rongea d'impatience. Si seulement je pouvais me traîner jusqu'à cette fenêtre. Si seulement j'avais un arc ou une hache. Rebecca se posta à la fenêtre et se proposa de lui décrire l'action. Une multitude d'archers se tiennent à la lisière du bois. Sous quelle bannière? Je ne vois pas de bannière. Voilà qui est singulier. Vois-tu ceux qui conduisent l'attaque? Le plus remarquable est un chevalier en armure noire. Lui seul est armé de pied en cap. Mon Dieu! Une attaque se prépare aussi de l'autre côté. Quel spectacle terrible! Les archers s'avancent en bandant leur arc. À ce moment, le son d'un corps se fit entendre. Les Normands y répondirent par une sonnerie de trompette. Les assaillants fondirent en criant « Saint-Georges pour l'Angleterre !» Les assiégés répondirent « En avant Brassy! Front-de-Bœuf! À la rescousse !» Rebecca se protégea d'un vieux bouclier et resta bravement près de la fenêtre. Je ne vois plus qu'une nuée de flèches. J'aperçois le chevalier noir, il entraîne un groupe d'assaillants. Ils ont fait une brèche, ils entrent. Ils combattent corps à corps. Le chevalier noir affronte Front-de-Bœuf. Front-de-Bœuf vacille. Il tombe. Il tombe. Ces hommes arrivent à la rescousse et l'entraînent à l'intérieur des remparts. Le chevalier noir est forcé de s'arrêter. Les assaillants ont posé les échelles, ils montent.
On jette sur eux des pierres, des poutres. Beaucoup tombent. Mais les autres ne reculent pas. Le chevalier noir attaque la poterne avec une énorme hache. Il ne prête aucune attention aux pierres qu'on lui jette. Par Saint-Jean d'Acre, je croyais qu'il n'y avait en Angleterre qu'un seul homme capable d'un tel exploit. La poterne est en pièces. Les assaillants entrent. Front-de-Bœuf gisait sur son lit de douleur. Il sentait sa fin prochaine. Tout à coup, il entendit la voix d'Ulrica. Elle lui rappelait tous ses crimes et le maudissait. De la fumée noire commença à envahir la chambre. Ulrica quitta la pièce. Soudain, Locksley vit un drapeau rouge hissé sur la tour qu'Ulrica avait désigné à Cédric. « En avant! Le château est à nous !» Il s'élança à la tête de ses archers. Cédric et Gurt se battaient de leur côté. Bois-Guilbert cria à Bracy. « Tout est perdu! Le château brûle !» Bracy continua de se battre avec l'énergie du désespoir. Il affronta le chevalier noir qui l'assomma d'un coup de hache sur le casque. Il tomba. Le chevalier noir se jeta sur lui. « Rends-toi, Bracy. Tu es un homme mort. Je ne me rendrai pas à un vainqueur inconnu. Dis-moi ton nom, ou fais de moi ce qu'il te plaira. » Le chevalier noir lui murmura quelques mots à l'oreille. Bracy prit un ton de respectueuse obéissance. « Je me rends. Wilfrid d'Ivanoé est ici, prisonnier et blessé. Il sera brûlé si on ne le secourt pas rapidement. » Et il indiqua au chevalier noir le lieu où était enfermé Ivanoé. Bois-Guilbert venait d'enlever Rebecca au moment où le chevalier noir trouva Ivanoé. Le jeune homme le supplia d'aller d'abord secourir son père et Rowena, mais le chevalier le saisit et l'emmena hors du château. Puis, il retourna délivrer les autres prisonniers. Rebecca, qu'un esclave sarrasin avait devant lui sur son cheval, se trouvait pour l'heure dans la tourmente. La protégeant au péril de sa vie, Bois-Guilbert se fraya un chemin, abattant tous ceux qui venaient en travers. Il réussit à s'enfuir avec elle. L'incendie avait gagné toutes les parties du château. Ulrica apparut sur une tourelle et chanta sauvagement sa vengeance. Bientôt, la tourelle s'écroula et Ulrica périt dans les flammes qui avaient déjà consumé son tyran. La bataille était finie. Dans la clairière, Locksley procéda au partage du butin, qui était considérable. Cédric refusa sa part, mais remercia Locksley. Il remercia également Wamba et Gurt, qu'il libéra de leur servage. Avant de partir, il exprima sa gratitude au chevalier noir qui l'invita à Rotherwood. « Je viendrai bientôt, et il se peut que je mette ta générosité à l'épreuve. Ta demande, je te l'accorde d'avance. Je t'attendrai. » Cédric et les siens partirent. Le chevalier noir refusa également sa part de butin, alors Locksley lui remit un baudrier et un corps. « Accepte ceci comme souvenir de tes brillants exploits. Et si par hasard tu te trouvais dans l'embarras au milieu des forêts qui s'étendent de Trent à Tees, souffle 3 notes dans ce corps, comme ceci. Tu trouveras alors des gens de bonne volonté pour t'aider. » Le chevalier noir prit le corps et souffla avec une telle vigueur que toute la forêt en retentit. Isaac apprit que sa fille avait été emmenée par Bois-Guilbert à la commanderie de Tumblestone. On lui dit également que Beaumanoir, le grand maître de cet ordre, était un homme très sévère. Mais rien ne le fit reculer. Juché sur sa mule, il se rendit à la commanderie et demanda à être reçu par le Templier. Il espérait libérer Rebecca en versant une rançon. Ce fut Beaumanoir qui le reçut. « Tu dis que ta fille est prisonnière de Bois-Guilbert. Elle pratique l'art de guérir, n'est-ce pas ?»« Oui, gracieux Seigneur. Elle a appris les secrets de nos ancêtres. »« C'est donc une sorcière. Et je vais lui apprendre à jeter des charmes aux soldats du Saint-Temple. » Isaac fut jeté à la porte. Il était désespéré. Un procès fut organisé à la hâte. Bois-Guilbert était anéanti. Il ne pouvait sauver Rebecca sans se perdre lui-même. La jeune fille fut traduite devant un tribunal et le grand maître l'accusa de sorcellerie. « Elle a affolé le sang et affaibli le cerveau d'un chevalier voué au service du temple. » Des témoins contèrent les risques auxquels s'était exposé le Templier en essayant de sauver Rebecca. On en exagéra les détails. L'aventure sembla presque surnaturelle.
Rebecca se défendit avec intelligence puis déclara: En vertu de vos lois farouches, je réclame le privilège de l'épreuve des armes et je me présenterai en la personne de mon champion. Il est impossible que dans ce pays où tant de chevaliers sont prêts à risquer leur vie pour l'honneur, il ne s'en trouve pas un pour la risquer en combattant pour la justice. Le grand maître tenta de la dissuader, de lui faire avouer ses péchés, mais Rebecca retira son gant brodé et le jeta devant Beaumanoir avec tant de simplicité et de dignité que l'assemblée éprouva un sentiment de surprise et d'admiration. On lui accorda 3 jours pour trouver un champion, ce qui était très court. Bois-Guilbert fut désigné d'office pour l'affronter. S'il était vainqueur, Rebecca serait brûlée sur le bûcher. Un serviteur, qui avait soigné la jeune fille, accepta de porter un message à Isaac. Le vieil homme n'était pas loin, mortellement inquiet pour le sort de sa fille. Dans sa lettre, Rebecca lui demandait de s'adresser à Ivanhoe. Son état de santé ne lui permettrait sans doute pas de se battre, mais il serait de bons conseils. Isaac partit aussitôt. Dans sa cellule, Rebecca reçut la visite de Bois-Guilbert. Il était déchiré. Seul Ivanhoe pourrait me vaincre, mais il est hors d'état de combattre. Donc, si j'entre en lice, tu meurs. Mais si je ne me présente pas, je suis déshonoré et banni. Rebecca, je renonce à tout, si seulement tu acceptes de devenir ma femme. Rebecca refusa, et le Templier se retira, bouleversé. Le Chevalier Noir rendit visite à Ivanhoe qui se remettait de sa blessure dans un prieuré. Ivanhoe voulut se mettre au service de son libérateur, mais le chevalier refusa. Nous nous retrouverons à Rotherwood. Quelques heures après son départ, Ivanhoe s'élança sur sa trace, à travers la forêt. Le Chevalier Noir avait Wamba pour guide. Le bouffon le divertissait par ses bavardages lorsqu'il s'interrompit. « Je crois qu'il y a des gens cachés dans le fourré, là-bas. » Le chevalier abaissa aussitôt sa visière. Au même instant, 3 flèches se brisèrent sur son casque et sur sa poitrine, et 6 ou 7 hommes bondirent du fourré. Wamba souffla dans le corps de Locksley. Il avait appris les 3 notes pour appeler au secours. Le Chevalier Noir se battait vaillamment lorsqu'un homme blessa mortellement son cheval. Soudain, une flèche siffla et transperça un de ses agresseurs. Au même instant, Locksley et ses hommes apparurent. En 1 minute, tous les assaillants furent étendus sur l'herbe. Le chevalier remercia ses libérateurs, puis s'approcha des blessés pour les interroger. Ils étaient au service du prince Jean. Les yeux du chevalier étincelèrent d'indignation. Il dévoila enfin son identité à Locksley. « Je suis Richard d'Angleterre. » Aussitôt, Locksley et ses hommes s'agenouillèrent et jurèrent fidélité, le priant de pardonner les atteintes qu'ils avaient portées à la loi. « Relevez-vous, mes amis. Les fautes que vous avez pu commettre sont largement compensées par les loyaux services que vous avez rendus à mes sujets au château de Front-de-Bœuf, et par le secours que vous venez d'apporter aujourd'hui à votre souverain. Quant à toi, Locksley... » Locksley l'interrompit. « Mon souverain a le droit de connaître ma véritable identité. Je suis Robin des Bois, de la forêt de Sherwood. Le roi des hors-la-loi et le prince des bons enfants. Ton nom m'est parvenu jusqu'en Palestine. Mais sois tranquille. Il ne sera jamais question de ce qui a pu se passer pendant mon absence. » Ivanhoe arriva sur ses entrefaites et s'alerta de voir son roi couvert de sang. « Pourquoi vous exposer au danger en voyageant seul, comme si vous étiez un chevalier errant et non pas un roi ? Si je fais mystère de ma présence en Angleterre, c'est pour donner à mes amis et à mes nobles fidèles le temps de rassembler leurs forces. Ainsi, le jour où l'on proclamera le retour du roi, le roi se trouvera à la tête d'une armée puissante pour faire trembler ses ennemis et pour triompher de la trahison sans même avoir à tirer l'épée du fourreau. » Ivanhoe s'inclina et Robin des Bois les convia à un banquet dressé en l'honneur du roi sous un énorme chêne. Puis, Richard partit pour Rotherwood avec Ivanhoe. « Je veux connaître les Saxons mieux que je ne les ai connus jusqu'ici, et je veux te réconcilier avec ton père. » Cédric accueillit celui qu'il ne connaissait que sous le nom de Chevalier Noir. Lorsque le roi se dévoila,
Le Saxon recula d'étonnement. « Ne plieras-tu pas le genou devant ton roi ? Je n'ai jamais plié le genou devant un Normand. Réserve alors ton hommage jusqu'au jour où j'aurai prouvé que j'y ai droit, en protégeant aussi bien les Anglais que les Normands. Mais souviens-toi que tu as promis de m'accorder ce que je te demanderai. Je te demande de te réconcilier avec ton fils, le chevalier Wilfrid d'Ivanoé. » Ivanoé se prosterna aux pieds de Cédric. « Mon père, accordez-moi votre pardon. »« Je te l'accorde, mon fils. » Soudain, le son d'un corps se fit entendre, et l'on annonça la visite d'Isaac d'York. Le jour de la grande épreuve était venu pour Rebecca. La foule se pressait pour voir le spectacle. La cloche de Templestowe sonna et le cortège s'avança. Derrière sa bannière, le grand maître montait un magnifique cheval. À sa suite, Bois-Guilbert était d'une pâleur mortelle. Ses compagnons l'escortaient. Enfin, au milieu de garde, Rebecca marchait d'un pas lent, mais ferme. Un vêtement blanc d'étoffe grossière remplaçait son costume oriental. Elle fut conduite à une chaise près d'un bûcher. Chacun avait pris place. Après une sonnerie de trompette, un héros proclama « Oyez, oyez ! Le bon chevalier Sir Brian de Bois-Guilbert est prêt à combattre tout chevalier de sang libre qui se présentera pour la défense de la juive Rebecca. » Les trompettes sonnèrent à nouveau, puis il y eut un silence de mort pendant quelques minutes. Aucun champion ne se présenta. Bois-Guilbert s'approcha de Rebecca et la supplia à voix basse. « Monte en croupe derrière moi, et avant 1 heure tu seras en sécurité. Je préfère monter sur le bûcher plutôt que de te suivre. » À ce moment, un chevalier accourut à bride abattue vers la lice. La foule cria « Un champion! Un champion !» Mais le cheval semblait épuisé et le cavalier très faible. « Je suis Wilfrid d'Ivanoé, et je viens ici pour soutenir la cause juste et légitime de cette damoiselle Rebecca, fille d'Isaac d'York. » Bois-Guilbert devint écarlate. Les trompettes sonnèrent. La foule retint son souffle et les chevaliers s'élancèrent l'un contre l'autre. Ivanoé et son cheval, épuisés et hors d'état de soutenir le choc, roulèrent sur le sable. La lance d'Ivanoé avait à peine effleuré le bouclier de son adversaire. Pourtant, Bois-Guilbert tomba à son tour et ne se releva pas. Ivanoé lui mit l'épée sous la gorge et lui commanda de se rendre. Bois-Guilbert ne répondit pas. Il était mort, victime de la violence de ses passions. Le grand maître se leva. « C'est le jugement de Dieu. Je déclare cette jeune fille libre et innocente. » Il fut interrompu par l'arrivée soudaine d'une troupe nombreuse et en armes, conduite par Richard Cœur de Lion. Le roi chassa Beaumanoir. « Va-t'en avec ta suite dans une autre commanderie, s'il y en a une qui ne soit pas un foyer de conspirateurs contre le roi d'Angleterre. » Les trompettes sonnèrent une marche orientale et les Templiers se retirèrent lentement en ordre de bataille. Richard pardonna à son frère, mais punit ceux qui l'avaient suivi. Cédric donna son consentement au mariage de sa pupille Rowena avec son fils Ivanoé. Le mariage fut célébré en grande pompe et le roi en personne y assista. Saxons et Normands s'y rencontrèrent sur un pied d'égalité et l'âme de Cédric en fut toute réjouie. Le surlendemain, Lady Rowena d'Ivanoé reçut la visite de Rebecca. Elle était venue lui faire ses adieux et remercier son époux d'avoir risqué sa vie pour elle. Elle quittait l'Angleterre avec son père pour n'y plus revenir. Ivanoé se distingua au service de Richard et reçut de nombreuses marques de la faveur royale. Hélas, l'héroïque Richard Cœur de Lion mourut quelques années plus tard sous les murs de Chalus, près de Limoges.